Bonjour les cuistots et bienvenue dans cette 5e capsule de recettes du monde ici par les fourchettes. Mon nom est Madeleine Lemire et mon invitée aujourd'hui est ma bonne amie Camila Quiroz Vasquez qui vient de nous parler de ses racines mexicaines. Camila a 19 ans, elle étudie en droit et a gracieusement accepté de venir nous partager sa culture et ses bonnes recettes. Hola Camila! Hola! J'aimerais commencer par en apprendre un peu plus sur ta relation avec le Mexique. Est-ce que tu as déjà visité le Mexique? Oui, je le visite à chaque année d'habitude. Avec la COVID, c'est comme je ne pouvais pas cette année ni l'année passée. Là. Mais d'habitude, oui, j'y vais à chaque temps des fêtes pour aller fêter Noël et Nouvel An avec ma famille. Quelles sont les plus grandes différences entre le Mexique et le Canada? Les plus grandes différences, vraiment, c'est au niveau, je pense, juste comme sécuritaire. Parce qu'ici, tu peux juste aller dans la rue et aller genre voir tes amis, prendre des marches, bien relax tout seul depuis qu'on est tout petit. Là. Au Mexique, c'est tellement dangereux que genre une fille tout seule qui se promène dans la rue, ça n'existe pas. Comme aussi niveau genre culturel, genre ici les adolescents sont très indépendants, genre dès genre un jeune âge, tu sais, on a des jobs à temps partiel, on déménage comme assez jeune de chez nos parents. Là-bas, first, les jobs étudiants n'existent pas. Et aussi, tu comme déménages de chez tes parents jusqu'à que tu te maries. Fait que des fois, genre, tu restes jusqu'à tes 30 ans, même plus. Fait que c'est vraiment une différence culturelle à ce niveau-là qui me surprend à chaque fois. Que représente le Mexique pour toi? C'est une partie de mon identité. Honnêtement, comme depuis que genre, je suis toute petite, là, j'aime beaucoup ma culture mexicaine. C'est toujours quelque chose qui m'a différenciée des autres. Là. Fait que j'ai toujours beaucoup genre, tenu à cœur, donc apprendre la culture, apprendre la nourriture, bien savoir ma langue, là, bien savoir mon histoire. Donc, c'est juste vraiment une partie que c'est dans mon cœur, c'est une partie de moi être mexicaine. As-tu des anecdotes surprenantes qui ont suivi ton arrivée au Mexique? Oui, en fait, c'est vraiment le fait que je suis blanche. Comme vous pouvez voir, je suis très pâle pour genre comparer aux Mexicains ou genre le reste de ma famille. Donc, quand je visite le Mexique, je passe pour une touriste américaine, ce qui est assez particulier parce que le monde ne s'entend pas que je parle espagnol ou encore moins que j'ai de la famille là-bas. Fait que j'ai juste l'air d'une touriste, honnêtement. Là. Puis c'est vraiment drôle parce qu'au Canada, c'est comme un peu obvious que je suis pas canadienne. Mais au Mexique, le monde, genre, il pense que je suis pas mexicaine. Fait que ça fait un peu comme, ah, je suis quoi? Ariane prépare en ce moment une recette que Camila m'a proposée, les enchiladas. J'aimerais que tu me parles un peu de cette recette, si tu le veux bien. Peux-tu me décrire rapidement en quoi consistent les enchiladas? Dans le fond, c'est très simple. C'est un peu la base de tous les repas au Mexique. Tu as des tortillas de maïs avec du poulet ou n'importe quelle autre viande dedans, pliée, avec de la sauce au chili dessus, avec des haricots noirs sur le côté. Et avec ça, plusieurs toppings qui varient de chaque recette et de chaque personne parce qu'il y a des préférences très différentes sur cette recette. Que signifie le mot enchiladas? Dans le fond, au Mexique, on a une expression qui se dit enchilada ou menchile, que ça veut dire je me suis genre quand je mange du piment, puis genre je me suis comme toute pimentée, là, fait que ça veut dire que c'est tout épicé, ta bouche est rendue toute épicée. Fait que ça se dit menchile. Fait que c'est dérivé de ça qui dit enchilada, ça veut dire que c'est genre piquant, justement, ça va piquer la bouche. Mais je veux dire que la recette que tu nous as fournie n'est pas si piquante que ça. En tant que Québécoise très fragile au piquant, je l'ai trouvée quand même correcte. Là. C'est bien, mais justement, comme on t'a donné une version comme mollo, là, mais justement, comme je te dis, chaque recette, tu peux genre la customize pour toi-même, là, fait que tu peux la rendre très piquante, comme tu peux la rendre très pas piquante. Quelles sont les origines de cette recette? Dans le fond, les tortillas et le chili, c'est quelque chose qui se mange depuis avant la colonisation, donc depuis le temps des Mayas et des Aztèques. Donc, eux, ils mangeaient ça. Et après, quand les colons sont arrivés, ils ont amené du fromage, de la crème, du poulet, genre tous les animaux genre qu'on mange, ils les ont amenés ici. Puis c'est là que ça a été un peu genre blend together. Puis c'est ça qui a créé la enchilada qu'on connaît aujourd'hui avec du poulet et du fromage et de la crème. Mais la base, tortilla de maïs et chili, c'est quelque chose qui se mange depuis des milliers d'années. Genre. Quelle est l'heure appropriée pour déguster les enchiladas? Dans le fond, cette réponse est très particulière. Tu peux le manger au déjeuner, au dîner ou au souper. C'est vraiment à toi. C'est sûr que tu vas un peu genre l'approprier à chaque repas. Là. Si c'est le matin, tu vas peut-être mettre moins de chili que tu vas mettre le soir, mais tu peux le manger à n'importe quel repas. As-tu des anecdotes sur cette recette?
Oui, j'ai une anecdote très drôle avec ma coloc, justement, ben mes colocs. Donc, la première fois que je leur ai fait cette recette, eux, ils ont confondu la sauce verte, qui est une sauce pas piquante si tu ne mets pas du chili, parce que c'est une sauce faite à partir de tomates vertes, avec une sauce mexicaine que genre, je leur ai introduit aussi, que c'est une sauce faite à partir de jalapenos verts. Donc, c'est la même couleur. Donc, eux, ils pensaient que quand je mettais la sauce verte sur les tortillas, ils pensaient que je mettais du jalapenos sur la tortilla en abondance. Fait qu'ils ont eu un peu peur parce qu'ils pensaient qu'ils allaient leur mourir de piment, là. Donc, ça c'est drôle qu'ils ont pensé que j'étais en train de les tuer avec beaucoup de jalapenos qu'en fait, c'est juste de la sauce verte et de tomates. Peux-tu me dire la pire erreur que les gens font habituellement en faisant cette recette? La pire erreur, c'est vraiment au niveau du montage. Le monde, ils comprennent pas que dans le fond, tu mets de la sauce par-dessus, donc on dirait quasiment comme une soupe de verre parce que tu en mets partout, et pas juste à l'intérieur. C'est pour ça qu'il fait en sorte que ton enchilade est vraiment genre comme mouillé avec de la sauce. Et c'est quelque chose que le monde, ils savent pas, mais c'est comme pas évident maintenant que j'y passe, là. Donc c'est souvent ça, c'est vraiment au niveau du montage, parce qu'au niveau du goût, tu peux pas te tromper parce qu'au niveau, c'est tout mélangé, là. Je me sens visée parce que j'ai fait cette erreur quand j'ai essayé la recette. Je les ai montés comme des tacos. C'était n'importe quoi, mon affaire. C'était ça l'erreur, justement. Mais c'était vraiment bon, par contre. Fait que, bon, l'assemblage n'y était pas, mais le goût y était. Avec qui aimes-tu partager tes enchiladas? Dans le fond, j'aime vraiment partager les enchiladas avec mes colocs qui sont québécoises. Donc, j'aime ça leur introduire la nourriture mexicaine parce que c'est de la nourriture qui coûte pas cher à acheter comme ensemble et qui est vraiment nourrissante. Donc, c'est comme parfait pour la vie en appartement. Donc, j'aime vraiment leur introduire ça et leur montrer ma culture mexicaine. Penses-tu transmettre cette recette aux prochaines générations? Ah, c'est sûr que oui, là. Je transmets déjà à mes amis, donc c'est sûr que mes enfants, ils vont être endoctrinés à manger des enchiladas à chaque semaine, là. Désolée, enfants. Endoctriné! Allons maintenant en cuisine. Salut, moi c'est Ariane, la cuisinière de l'équipe des Fourchettes. Aujourd'hui, je me mets au défi de vous préparer la recette mexicaine d'enchiladas de Camila Quiros. Cette recette vous donnera environ 4 enchiladas. Je l'ai testée, vous allez voir, c'est un vrai délice. Je commence par couper la moitié d'un jalapeno frais et un oignon. Ensuite, je vais devant mes ronds pour faire bouillir mon poulet avec du sel. Pendant ce temps, je fais bouillir mes tomates rouges jusqu'à ce que la pelure commence à craquer. Lorsqu'une belle fissure est apparente sur mes tomates, je peux les sortir de l'eau et leur enlever la peau. Attention, laissez-les refroidir un peu avant parce qu'elles vont être bien chaudes. Lorsque le poulet est cuit, je l'enlève de l'eau, le laisse refroidir et je l'émince. Je moue mes tomates rouges avec une canne de tomatillo, qui est une sorte de tomate, un demi-oignon que j'ai déjà coupé, mon piment jalapeno. N'hésitez pas à couper vos tomates pour que ce soit plus facile à moudre. Une fois moulu, votre sauce devrait ressembler à ceci. Je fais frire dans une poêle l'autre moitié de l'oignon. Puis, j'y ajoute la sauce que je viens de moudre. Je rajoute une cuillère à thé de cumin, une cuillère à thé d'origan et je sale. Je laisse le tout mijoter pendant environ 10 minutes. Lorsque ma sauce a fini de mijoter, je mets un peu d'huile dans un bol. Puis, je vais aller plonger mes tortillas à l'intérieur pour bien les attendrir. Je les fais rôtir légèrement à la poêle jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Maintenant, c'est le moment de la présentation de nos enchiladas. Je prends mes tortillas, je rajoute mon poulet au milieu, puis je referme en rabattant les deux côtés vers l'intérieur. Je verse un peu de sauce sur le dessus et je rajoute du fromage feta, de la crème sûre, un avocat et j'accompagne le tout d'haricots noirs en pâte chauffée. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour préparer de délicieux enchiladas mexicains. Bonne dégustation! Apparemment, en cuisine, elles auraient terminé cette fameuse recette d'enchiladas. Alors, quand vous êtes prêtes, les filles, on voudrait voir. Allô, donc ça nous donne ça, comme ça. Il y a un petit peu de sauce qui coule, mais
Ça a l'air délicieux. Non, vous avez quand même bien réussi ça, là. C'est vraiment beau. Oh! Non, pour vrai, ça a l'air vraiment beau, là. Bravo! Merci beaucoup. Bonne journée. Bye, bonne journée. Bye. Bonjour, mon nom est Myriam et je suis la fourchette scientifique. Aujourd'hui, on parle de substitution alimentaire. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la cuisine, au beau milieu d'une recette, quand soudainement, vous réalisez qu'il manque un ingrédient? C'est une situation assez commune. La solution? La substitution alimentaire. En cuisine, il existe des ingrédients indispensables, mais il existe aussi beaucoup d'ingrédients similaires qu'on peut utiliser dans une même recette pour les remplacer. Les régimes ou bien les alimentations spécifiques comme le végétarisme sont sujets à devoir substituer certains ingrédients pour être sûr de ne pas manquer de nutriments. Dans la recette d'aujourd'hui, on retrouve du poulet. Il existe du Beyond Meat qu'on peut utiliser pour avoir un goût similaire et une texture aussi, tout en gardant la contrainte végétale. La plus grande difficulté lorsqu'on essaye de remplacer la viande d'une recette par une alternative végétale se trouve à être la texture. En effet, la texture caractéristique de la protéine animale et son goût juteux sont très difficiles à reproduire par les plantes. Selon New York Times, l'huile de coconut est un ingrédient de choix afin d'obtenir la matière grasse principale de la fausse viande. Aussi, la betterave est utilisée pour imiter la coloration et la source de protéines provient de pois et de légumineuses. Finalement, des saveurs naturelles sont également incorporées dans les produits Beyond Meat. De plus, la substitution alimentaire est nécessaire pour les gens qui détiennent une intolérance alimentaire ou bien une allergie. En effet, les intolérances au lactose et au gluten peuvent poser problème lorsqu'il est temps de cuisiner. La crème sure présente dans notre recette aujourd'hui en est un parfait exemple, mais il existe des alternatives à base végétale qu'on peut intégrer dans notre recette pour avoir un résultat parfait. Et c'est la même chose pour les tortillas de maïs qui peuvent être remplacées par une alternative sans gluten. Selon Family Prix, les allergies alimentaires se trouvent à être une réaction défensive du système immunitaire à une composante spécifique d'un aliment qui peut sembler anormal. Le système immunitaire associe cette composante à une substance dangereuse et il réagit en produisant de l'histamine. Cette substance chimique occasionne alors les symptômes allergiques. Les intolérances alimentaires, quant à eux, sont une réaction qui affecte le système digestif et qui cause des inconforts au niveau de l'estomac, sans que la vie de la personne touchée soit en danger. L'intolérance au lactose, plus spécifiquement, se trouve à être due à un manque de l'enzyme lactase qui permet de digérer les produits laitiers. Enfin, certains ingrédients sont interchangeables, comme la margarine, le beurre et l'huile. D'autres ingrédients nécessitent des alternatives plus spécifiques, comme les œufs, le yogourt, le lait, le fromage et d'autres. C'est tout pour moi aujourd'hui. À la prochaine! J'aimerais maintenant discuter avec toi des caractéristiques culturelles du Mexique. Parlons festivités. Quelles sont les fêtes les plus pratiquées au Mexique? Il y a Noël, of course, Nouvel An, il y a aussi la fête des morts et la fête nationale qui sont très pratiquées. Et Pâques aussi, qui est très important au niveau religieux. Pourrais-tu nous décrire les traditions entourant le Nouvel An et la fête des rois? Oui, dans le fond, un sont back-à-back, Nouvel An après Fête de Roi. Et en fait, le Nouvel An, il diverge beaucoup d'ici, notamment à cause du climat. Dans le fond, là-bas, il fait chaud année longue, donc au Nouvel An, on peut le fêter dehors avec plein d'activités, plein de feux d'artifice. Donc, c'est vraiment une fête extérieure comparée à ici, que c'est intérieur à cause qu'il fait froid. Et au niveau des Trois Rois Mages, qui est la fête des rois, dans le fond, là-bas, les enfants, ils ne reçoivent pas la visite du Père Noël le 24, mais bien celle des Trois Rois Mages au début du mois de janvier. Et c'est vraiment eux qui amènent les cadeaux aux enfants. Et cette tradition est accompagnée avec une couronne de roi, qui dans le fond, c'est un gâteau qu'on mange. Et il y a des petits bonhommes blancs dedans, dans le fond, que si tu t'en prends un dans ta partie, dans le fond, il faut que, comme punition, tu fasses des tamales à toute ta famille. Fait que c'est vraiment ça la tradition autour de la fête des rois. Pourrais-tu nous décrire les traditions entourant la fête des morts? Oui, dans le fond, la fête des morts, ça remplace l'Halloween. Dans le fond, c'est vraiment plus une fête familiale qu'ici. Ici, c'est vraiment comme, OK, on se costume, c'est l'Halloween. C'est vraiment plus comme américanisé. Et là-bas, c'est vraiment plus spirituel, je pourrais dire, parce que dans le fond, c'est la fête où tu vas visiter la tombe de tes proches qui sont partis, qui sont décédés. Fait que c'est un gros repas, c'est comme vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Là. C'est vraiment genre, une fête en respect de tous ceux qui sont partis. Parlons des particularités culinaires du Mexique. Quels sont les plats et ingrédients nationaux du Mexique? Je vais commencer avec les ingrédients principaux dans toutes les recettes mexicaines. Tu as en premier la tortilla de maïs que tu vas retrouver ça dans tous les plats ou sinon en accompagnement à côté de tous les plats mexicains.
Sinon, tu as les haricots noirs, que c'est vraiment la source de protéines principale de tous les Mexicains. Fait que ça, tu vas retrouver ça dans tous les repas. Sinon, tu as les accompagnements classiques qui sont les avocats, tous les chilis verts, le fromage, la crème. Ça, tu vas retrouver ça en accompagnement dans tous les repas mexicains. Sinon, au niveau des plats, tu as les enchiladas qui vont varier de tous les États, donc tu pourrais en manger une variété extraordinaire. Et aussi le mole casero, que c'est vraiment un repas qui se mange au mariage ou aux occasions très, très spéciales parce que c'est extrêmement long à cuisiner comme repas. Sinon, tu as aussi les quesadillas, los tamales, la sopa de tortilla, et etc. Il y a une variété de nourriture mexicaine extraordinaire. Donc, si tu y vas un jour, tu ne vas pas manquer de quoi manger. Utilisez-vous les mêmes unités de mesure en cuisine? Non, pas du tout. En fait, il n'y a pas d'unité de mesure en cuisine. Dans le fond, quand je vais chez ma grand-mère, il n'y a aucune cuillère qui mesure les tablespoons et les teaspoons. Il n'y a aucune tasse à mesurer, il n'y a rien parce qu'ils connaissent tout à l'œil, somehow. Donc, non, tu vas retrouver aucune mesure. Aucune. Bonne chance pour apprendre à cuisiner. Exactement, c'est ça que je me dis à chaque fois. Pour terminer cette entrevue en beauté, je me demandais si tu pourrais nous apprendre un mot en espagnol. Comment dire « profite de ton repas ». Oui, dans le fond, le mot qu'on utilise, c'est disfruten. Fait, dans votre cas, je vais dire disfruten de las enchiladas. Merci beaucoup de ta précieuse participation, Camila. J'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de venir nous partager les merveilles de la culture mexicaine. Sur ce, adios! Merci beaucoup à toi. Adios!